Je vous accueille avec beaucoup de plaisir dans cette conférence du Cercle des managers de l'immobilier. C'est la dernière de l'année 2022. Nous allons y parler face à plus de 300 participants professionnels de la filière, mais sans doute aussi représentants des pouvoirs publics, journalistes. C'est notre public habituel. Nous allons y parler d'un personnage clé de la chaîne de valeur de l'immobilier. On a parlé de cette profession 1000 fois dans nos débats, tables rondes depuis ces derniers mois. Ce sont les diagnostiqueurs immobiliers. Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont au principe de la transition énergétique, environnementale, écologique, tous les mots existent. Sans eux, rien ne peut démarrer. Ce sont les aides à la décision qui nous apportent, qui peuvent déclencher la rénovation du parc. Et puis, ils apportent, depuis que cette profession existe, depuis 1997, avec le mesurage Carrez, c'était le premier acte de transparence, ils apportent la transparence dans les actes immobiliers. Et on s'est posé une question, on a un peu hésité d'ailleurs dans sa rédaction, comment les diagnostiqueurs immobiliers peuvent-ils regagner la confiance? Alors, peut-être seulement gagner la confiance, est-ce qu'aujourd'hui ils en sont investis suffisamment, sachant qu'ils portent des enjeux de première importance pour les ménages et les entreprises, mais parlons tout particulièrement des ménages pour le logement. Pour parler de ce sujet, et je les remercie avec chaleur parce que je sais déjà, c'est le cahier des charges des débats du cercle qui vont parler sans tabou, avec beaucoup de franchise. Je remercie alors deux représentants de la profession de diagnostic immobilier. Yannick Henouche, il est le président de la Chambre des diagnostiqueurs de la Fédération nationale de l'immobilier, voilà, qui a une chambre nationale en son sein depuis maintenant une quinzaine d'années. Je remercie, alors il va apparaître au fur et à mesure de ma citation, normalement, le visage de la personne que j'ai citée apparaît et elle peut nous saluer. Bonsoir Yannick. Écoutez, bonjour à tous, merci Henri pour cette invitation, merci au Cercle et ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, je dis aussi, ce n'est pas à ce titre, mais tu es le patron d'une entreprise, tu es un acteur du diagnostic immobilier, tu es à la tête d'Exim, un réseau leader. Je m'empresse d'ailleurs de dire que je ne vais pas tout dire de chacun. Je vous renvoie aux biographies complètes du Cercle des managers de l'immobilier. Comme ça, vous connaîtrez le parcours de chacune et chacun. À ta suite, je salue Anne Semet. Elle est la patronne d'un cabinet qui s'appelle Diag Alp. Le nom est clair sur la localisation de son entreprise et sur sa zone d'intervention. Elle est diagnostiqueuse certifiée. Bonsoir Anne. Bonsoir Henri, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui. Merci beaucoup. Je dis d'ailleurs qu'on a atteint la parité dans ce débat, et je le dis sans sourire, c'est un point très important, notamment devant un représentant du Parlement. Les représentants du pouvoir public qui sont très attentifs aujourd'hui et ils tiennent à cet équilibre. Alors, je salue Lionel Cos, puisque j'ai cité le Parlement. Il est député des Landes, de la majorité présidentielle, et il est membre depuis peu du Conseil national de l'habitat. Bonsoir, monsieur le député. Oui, bonsoir. Merci pour votre invitation et très heureux d'être avec vous pour débattre de ce sujet. Et bon, j'ajoute bien sûr que Lionel Cos, qui est aussi membre du récent Conseil national de la refondation pour le logement, a fait le choix de porter un regard expert sur les questions de logement, d'immobilier. On le remercie. Dans la communauté immobilière, on n'est jamais assez satisfait du nombre de parlementaires qui connaissent bien ces sujets. Donc, merci beaucoup. Il se dit même en ville que Lionel Cos, qui a intégré comme membre le Conseil national de l'habitat, serait digne de le présider. Voilà, j'en dis pas plus. Il ne m'appartient pas de le nommer. Mais autrement, je pense que je fais partie de ceux qui l'auraient déjà fait. Je salue enfin, c'est très important, c'est la représentante dans notre débat des consommateurs, Lucille Buisson. Elle est chargée de mission pour plusieurs grands sujets que traite l'UFC Que Choisir, l'environnement, l'énergie, les transports. Bonsoir Lucille. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à débattre de ce sujet important pour l'UFC Que Choisir. Merci encore. Alors, on entre dans le vif du sujet. Je crois qu'il n'est pas besoin de justifier
le débat, on pourrait le justifier bien sûr aussi par une actualité particulière au cœur de laquelle Lucille Buisson ou Yannick Henouche se trouvent. UFC Que Choisir a récemment, et ce n'est pas la première fois, pris une photographie de la situation sur la fiabilité diagnostique. Et cette photographie est insatisfaisante, on peut bien le dire, mais je pense qu'elle va préciser les choses. En face, une profession des diagnostiqueurs qui, bien sûr, a réagi à cette enquête comme à beaucoup d'autres, mais je dois dire avec aussi des propositions pour évoluer, pour améliorer les pratiques, améliorer la compétence professionnelle. Et Yannick Henouche fait partie de ceux qui n'ont pas ménager leur peine pour faire des propositions en la matière. Voilà. Donc ça, c'est une actualité très vive. Et puis, je dis des enjeux supérieurs. François-Emmanuel Borel, qui est l'un de mes comparses pour l'organisation de cette conférence, je te laisse à ta manière accueillir nos débatteurs et puis on entrera dans la table ronde. Bonsoir à tous. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie tous, ainsi que les spectateurs pour nous suivre ce soir. En effet, le sujet est d'importance. Le monde de l'immobilier, les administrateurs de biens, les agents immobiliers sont vraiment dans une ébullition depuis que les diagnostics sont opposables il y a un peu plus d'un an et s'interrogent parce qu'en fait, il y a une certaine disparité sur les résultats. Il y a eu plusieurs correctifs qui ont été apportés au dispositif et même si, en effet, on est à peu près certain que tout est fait de façon extrêmement professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il y a des zones d'ombre qu'on souhaiterait lever. Tu parlais de rétablir la confiance. Oui, je pense que c'est nécessaire. On travaille dans le même objectif et avec les mêmes intentions. Donc, on attend beaucoup des solutions qui seront proposées ce soir pour justement améliorer cette communication entre les métiers et essayer de toucher au but qui est quand même d'apporter fiabilité, confiance et restituer véritablement la valeur du bien aussi bien aux locataires qu'aux propriétaires. Merci beaucoup. Lionel Cos, le premier mot, c'est un peu la toile de fond. La décision publique concernant le logement, et en particulier pour des sujets aussi lourds de conséquences que la décence, la dignité, les deux mots existent, évidemment la performance environnementale, je l'ai évoqué d'entrée de jeu. Bref, les politiques publiques aujourd'hui mettent le diagnostiqueur immobilier au cœur du sujet. On a commencé, je l'ai dit, par la transparence sur le mesurage et a suivi toute une série, il y en a aujourd'hui une douzaine de diagnostics nécessaires à la bonne connaissance des biens pour les acquéreurs, pour les locataires, mais globalement pour les occupants du parc immobilier. Est-ce que vous considérez que la reconnaissance politique, institutionnelle des diagnostiqueurs est suffisante ? On entendait l'autre jour le président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, le CSE2E, nous dire qu'il souhaitait qu'un siège soit dévolu aux diagnostiqueurs immobiliers. À ce jour, ils n'ont pas cette reconnaissance dans une instance comme celle-là. Voilà. Est-ce que les pouvoirs publics prennent la mesure de ce que sont les diagnostiqueurs, du rôle absolument cardinal qu'ils jouent ? Ça veut dire aussi avoir des exigences peut-être majorées envers eux. Écoutez, si je peux me permettre d'abord rappeler que le logement est au cœur de préoccupation des Français. On le sait bien, c'est un sujet majeur, y compris pour l'économie française. C'est un sujet majeur parce que derrière, il s'agit d'être bien dans l'endroit dans lequel on peut vivre et que tout ceci passe par, je dirais, le fait et l'obligation que nous avons de monter en qualité à tous les niveaux du logement. Et effectivement, le diagnostiqueur est au cœur aussi de ce sujet et de cette problématique. Et on compte beaucoup depuis de nombreuses années, d'ailleurs le Parlement, même que je n'arrive, ça fait un petit moment qu'on s'appuie sur les diagnostiqueurs, qu'on fait évoluer effectivement les exigences que nous avons législatives pour pouvoir justement répondre à toutes ces difficultés, je dirais, de logement décent, de logement qui consomment de moins en moins parce que les enjeux environnementaux de gaz à effet de serre, etc., sont quand même très, très importants et qu'il est essentiel que chacune et chacun puisse savoir quel est l'état du logement dans lequel nous vivons. Bien entendu, pour tous ceux qui en ont un, je sais que la problématique actuelle, des gens qui sont malheureusement dans la rue et sur lesquels, bien sûr, il faut qu'on apporte d'autres sujets, d'autres solutions, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc oui, le diagnostiqueur doit monter en qualité.
Nous devons trouver des solutions pour faire en sorte que toutes les professions l'identifient et qu'il soit, je dirais, reconnu, qu'il puisse, parce que ça a peut-être été dans le passé avec des difficultés, mais je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose de fiable, de stable, reconnu par tout le monde, et bien entendu, toutes les reconnaissances, y compris par la profession, telles que Conseil supérieur de la construction, comme vous l'avez dit, à mon avis, tout ceci va dans le bon sens, mais on aura certainement encore plein d'autres propositions, plein d'autres choses à porter, que ce soit sur le plan législatif, mais aussi réglementaire. Alors, une chose aussi, monsieur le député, le diagnostiqueur, c'est une femme ou un homme de l'art qui travaille avec également des outils publics. J'entends par là que le diagnostic de performance énergétique, l'audit énergétique qui va arriver, sont dans ses mains et il exécute avec des outils qui lui sont confiés, dont la fiabilité a pu poser des problèmes. On se rappelle la campagne de rappel, si vous m'autorisez cette expression-là, pour l'univers automobile, la campagne de rappel qu'Emmanuel Vargon avait fait sur le DPE deuxième génération. L'actuel ministre a également repoussé l'entrée en vigueur de l'audit énergétique, je crois qu'on est au 1er avril désormais. Bref, est-ce que tout ça est suffisamment carré, suffisamment suivi? Est-ce qu'il y a une complexité qui fait qu'inévitablement, on peut être un peu hésitant? Oui, mais il y a eu dans le passé, en effet, des remontées et puis des insatisfactions. On peut penser à l'enquête de l'UFC Que Choisir, en septembre 2022 aussi, qui a donné des résultats, je disais, pas satisfaisants, mais voire même inquiétants. Mais je crois qu'aujourd'hui, les outils commencent à se stabiliser, si je disais, ils évoluent dans le bon sens. C'est vrai que d'un côté, on veut aller vite. Peut-être des fois un petit peu trop vite, mais ça permet aussi de bousculer et je crois qu'il est important qu'on essaie de respecter ce timing et les délais que l'on s'est fixés. Est-ce qu'on ne recourt pas insuffisamment à l'expérimentation? Est-ce qu'on ne devrait pas, parce que les enjeux sont considérables, inciter un ménage à faire, on va en parler tout à l'heure, 20 000, 30 000 ou 50 000 euros de travaux sur des bases qui ne sont pas complètement certaines? Ça paraît fou, même si on entend qu'il y a un tâtonnement, on va dire, expérimental, scientifique. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage expérimenter sur ce sujet comme dans d'autres dans ce pays? On n'a pas toujours le réflexe de l'expérimentation territoriale sur tel type de bien. C'est que pour pouvoir expérimenter de façon globale, il faut avoir peut-être du temps et être moins dans l'urgence. C'est vrai que sur ces sujets-là, comme sur beaucoup de sujets, malheureusement, en effet, le temps, je dirais, politique est souvent plus long que la réalité. C'est vrai que le temps de voter une loi, de l'évaluer, de mettre en place des objectifs avec des délais, mais derrière, en effet, il faut en plus, une fois qu'on ait fini les objectifs et les délais, il faut en plus développer souvent des outils et voir quelle est la réalité. Et bon, mais là, le démarrage a servi d'expérimentation, peut-être, mais je pense que maintenant, on est sur de bonnes bases. Avant de faire s'exprimer Lucille, on a cité bien sûr la récente enquête, on va approfondir. Est-ce que le lien est assez fort? Alors, bon, vous êtes parlementaire, c'est le ministère du Logement et même ses services qui travaillent sur la perfection du diagnostic ou de l'audit. Est-ce que le lien est assez fort entre les professionnels, évidemment je vous ferai s'exprimer Yannick aussi là-dessus, mais les organisations professionnelles, il en représente une de première importance, et les pouvoirs publics? Est-ce qu'on associe assez ceux que j'appelle les hommes de l'art, qui mettent les mains dans le cambouis, à la fabrication de ces outils diagnostiques de façon à ce qu'ils soient bons, quoi? Ça, c'est eux qui vont pouvoir mieux répondre que moi, mais quand je les écoute, j'entends des satisfactions et des insatisfactions en fonction du côté dans lequel on se trouve. Donc, en effet, la question mérite d'être posée et, bien entendu, les services du ministère doivent être à l'écoute et doivent se mobiliser pour apporter les meilleures réponses. Moi, les informations que j'ai, c'est qu'ils y sont, c'est qu'ils essaient d'être au rendez-vous et que les choses ont quand même, ces derniers temps, bien évolué parce que le timing et sur le plan législatif, nous avons mis quand même une ambition assez forte et il faudra qu'on la respecte. Merci beaucoup, on va revenir vers vous, bien sûr. Lucille Buisson, l'UFC Que Choisir, c'est son métier.
regarde les différents secteurs d'activité, les différentes professions, et puis estime si le consommateur est servi correctement, s'il y a une fiabilité aussi bien des appareils qui peuvent être commercialisés que des services qui sont apportés. On a un gros enjeu sur le logement, ça vient d'être rappelé par le député, un échéancier qui est exigeant pour les propriétaires bailleurs, pour les copropriétaires, même si le législateur n'a pas mis les contraintes de même nature, pour les acquéreurs, pour les locataires. Ce sont des enjeux financiers, ce sont des enjeux sanitaires également et des enjeux, bien sûr, d'économie et de lutte contre le dérèglement climatique. Alors, peut-être en quelques mots, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, les conclusions de la plus récente enquête, et elle est, on va dire, instantanée. Est-ce que sur la durée, j'ai le souvenir que l'UFC avait fait d'autres constats, est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce qu'il y a une constance, est-ce qu'il y a une dégradation sur la qualité du service apporté par les diagnostiqueurs, et est-ce qu'on distingue d'ailleurs, comme je le disais, entre les outils qui ont leurs limites et puis le travail du diagnostiqueur qui travaille avec? Alors oui, comme vous le savez peut-être, une enquête a été publiée donc, dans le Que choisir d'octobre 2022. Une enquête qui avait également été réalisée, il est vrai, il y a 5 ans, donc en 2017, sur le même modèle, 7 biens testés, diagnostiqués dans différentes régions françaises par 4 à 5 diagnostiqueurs référencés sur l'annuaire officiel proposé par le gouvernement. Le premier constat, c'est la variabilité de la classe de DPE attribuée. Elle est toujours différente, sauf pour un logement. Et une variabilité qui va jusqu'à 3 classes pour une maison qui, par ailleurs, est certifiée basse consommation, qui est diagnostiquée de B à E selon les diagnostiqueurs. Donc, on voit que l'information donnée aux consommateurs n'est pas du tout fiable. Cette variabilité, elle se retrouve à différents niveaux du DPE, notamment au niveau des schémas de déperdition, où par exemple, dans le cas d'un pavillon de la Drôme, les déperditions issues des murs sont estimées à 39% par un diagnostiqueur et à 19% par un autre. Cela se retrouve dans les travaux proposés. On va de propositions, disons, contradictoires. Bon, ça va dépendre de l'analyse, par exemple, des ouvrants qui est fait par le diagnostiqueur. Pour l'un, elles sont satisfaisantes. Pour l'autre, elles sont à remplacer, par exemple. Voire des recommandations plus aberrantes, par exemple une liste de travaux à la Prévert pour une maison classée C, une liste qui serait adéquate pour une passoire énergétique. Par exemple, on a aussi eu l'isolation des murs par l'intérieur alors qu'elle existe déjà par l'extérieur, voire, là, complètement ahurissant, la pose d'un chauffe-eau qui existe déjà dans le logement. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Les travaux proposés varient énormément aussi en termes de sommes à engager. Par exemple, sur un bien, on va de 3 000 à 30 000 euros. Donc là, l'information n'est absolument pas claire et c'est pour ça qu'on demande notamment à ce que les travaux, s'ils sont réalisés, soient opposables comme le reste du DPE. L'enquête d'il y a 5 ans était assez similaire, donc toujours 7 logements et on ne constate pas de détérioration, mais pas non plus d'amélioration. Donc, il ne semble pas que ce soit forcément un problème d'appropriation du DPE. Ici, le nouveau DPE est en place depuis 1 an. Visiblement, les logiciels, les procédures sont à jour. Donc, il en va plutôt du travail des diagnostiqueurs. Donc, ce qu'on suggérait, c'est que peut-être les pouvoirs publics aillent encore plus loin dans l'encadrement en définissant la visite de A à Z, sachant que des points de contrôle existent déjà, mais est-ce que la visite du logement doit être définie de A à Z? Bon, nous ne sommes pas des techniciens. Ce que l'on veut avant tout, c'est que l'information communiquée aux consommateurs, et comme vous le disiez, cette information du DPE a de plus en plus d'importance sur le prix de vente du logement, sur les coûts des factures énergétiques, étant donné la crise énergétique qu'on vit en ce moment, et sur l'interdiction à la location. Donc, on voit que le DPE prend de plus en plus d'importance dans la vie des gens. Donc, il est vraiment nécessaire qu'il se fiabilise. J'interviens une question puisque je les reçois. Il y a un chat, je le rappelle. Chacun peut s'exprimer parmi les participants. Et on me dit, comment expliquer un DPE classant un logement F en 2020 qui devient E en 2022 au terme d'un nouveau diagnostic? Même logement,
toujours aussi peu isolé, même caractéristique technique, permettant du coup au bailleur d'augmenter le loyer, puisque en effet, il y a aussi une conséquence, c'est qu'on est interdit ou autorisé d'augmenter le loyer. Voilà, donc, au nombre des conséquences que vous évoquiez. Voilà, c'est une illustration. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. J'en lis une et vous en avez donné d'autres. Alors, je pense que là, c'est une question plus technique. Je pense que c'est lié à la fusion des étiquettes énergie et étiquettes climat, qui défavorisent notamment les chauffages au fioul ou au gaz. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est une limite. Ça peut être à discuter sur la définition du DPE. Est-ce que le DPE ne va pas, dans sa forme actuelle, favoriser un changement de mode de chauffage au détriment d'une isolation du bâtiment qui peut être plus efficace, notamment en matière de coûts pour le consommateur? Mais là, le constat de notre enquête, c'était vraiment celui de la variabilité du DPE et non pas de sa définition. Est-ce que votre enquête, c'est aussi une question, mais je l'aurais posée, parle de rapport entre les prestations, leur qualité, leur complétude et le coût? Traditionnellement, UFC Choisir regarde aussi les prix. Hein. Est-ce que c'est un point d'observation pour vous? C'est vrai que le prix du DPE n'est pas réglementé. Nous regardons en effet le niveau de prix pratiqué et le temps de la visite. Donc là aussi, on a des grandes variabilités de temps de visite, 2 heures d'un côté, 30 minutes de l'autre. Mais là, on n'a pas constaté d'abus au niveau du prix, donc c'est pour ça que ça n'a pas été le centre de notre enquête. D'accord, mais une variabilité. Oui, on va de 150 € à presque 300 € quand même, selon les diagnostiqueurs. D'accord, du simple au double. Parfait. Alors, on reviendra vers vous, Lucille, hein, au gré des débats. Anne, tu es dans ce débat, même si Yannick est aussi un homme de l'art, mais voilà, tu es un professionnel de terrain, comme on dit. Tu as ta propre entreprise, tu interviens sur le logement essentiellement. Comment réagis-tu à cette enquête? Alors, pour toi-même, mais aussi, je dirais, pour ton environnement concurrentiel, tu vis au milieu de tes consoeurs et confrères qui travaillent sur ton territoire. Est-ce que tu considères que cette appréciation sur la communauté professionnelle est injuste et que, je ne sais pas, UFC Choisir serait mal tombé, par exemple? Est-ce que cette communauté professionnelle est homogène ou est-ce qu'elle est hétérogène? C'est ce que démontre, semble-t-il, l'étude. Quels sont les problèmes? Quels seraient les critères de choix d'un bon diagnostiqueur? Parce que c'est un sujet, ça. Je veux dire qu'il faut qu'on sorte de ce débat avec des éléments aussi de réassurance, hein, des guides pour les ménages ou pour les professionnels de la transaction ou de la gestion qui ont recours à vous, qui vous sollicitent. Voilà, quels sont comment on peut différencier un diagnostiqueur de l'autre? Est-ce qu'il y a une différenciation? On a parlé de prix, donc beaucoup de questions, mais quelle place a le prix aussi dans cette affaire? Est-ce qu'il y a du dumping? Voilà, hein, est-ce que certains cassent le marché et puis peut-être perturbent aussi la qualité? Voilà, une série de questions. Et j'en ai d'autres. Ouais, je vois que tu as beaucoup de questions à me poser. Je vais essayer de recommencer, de commencer par le départ et de répondre peut-être à l'UFC Que Choisir. Personnellement, à titre personnel, je l'ai vécu vraiment comme injuste, cet article. Injuste pourquoi? Parce que ils ont uniquement montré l'endroit où ça fait mal, où il peut y avoir une différence. Et en fait, on a déjà des incohérences de méthodologie dans la méthode de DPE. Je prends par exemple, et sans essayer de vous perdre, la surface habitable. Alors, l'enquête montre une surface habitable estimée, et en fait, non, dans le nouveau DPE, cette surface habitable doit être attestée. Mais la question est, qu'est-ce que je prends comme surface habitable? Prenons un exemple, par exemple, d'une maison avec un rez-de-chaussée technique, donc avec des pièces, par exemple, comme un atelier, d'accord? Donc, dans la méthodologie DPE, on doit prendre en compte cette pièce comme une pièce habitable. Mais évidemment, c'est une pièce non chauffée et donc qui a été enlevée de l'enveloppe chauffée et donc de l'enveloppe isolée de la maison. Donc, soit j'applique la méthodologie DPE au sens strict du terme et je rentre cette pièce non isolée dans mon DPE, soit je me dis non, quand même, je ne peux quand même pas faire ça
et je l'exclus. Et donc, du coup, on se retrouve avec une différence de surface habitable et une différence d'enveloppe. Donc, du coup, une différence très nette de consommation. Donc, avant de taper sur le diagnostiqueur, regardons pourquoi est-ce que le diagnostiqueur a agi comme ça et pourquoi il y a des différences dans les notes. La deuxième chose aussi, c'est qu'un diagnostiqueur, quand il fait un DPE, a besoin d'énormément d'informations de la part du propriétaire sur l'historique d'isolation, de chauffage de la maison. Qu'il obtient ou qu'il n'obtient pas. Pardon, excusez-moi. Qu'il obtient ou qu'il n'obtient pas. Voilà, c'est ça. Et donc, quand le propriétaire est là et qu'il a bien préparé le rendez-vous avec le diagnostiqueur et qu'il a gardé ses factures, qu'il a gardé sa notice technique de construction de la maison, et ben, ça se passe bien. À ce moment-là, on arrive à travailler correctement avec des bonnes données. Et puis, il y a plein de cas aussi où le propriétaire n'est pas là, on a rendez-vous juste dans une agence où on prend les clés, on a zéro information et du coup, on se retrouve avec des différences notables sur les informations du DPE et donc, du coup, sur sa note. Ça veut dire que le logiciel, prenons le DPE, on peut reprendre l'audit, hein, je crois que d'ailleurs le moteur est commun, hein, l'audit va avoir le jour bientôt, dégrade par défaut, si on n'a pas un certain nombre d'informations, on se retrouve avec un bien qui va être dégradé? Oui, très clairement. Prenons par exemple le cas d'un appartement avec un chauffage collectif. Évidemment, quand vous allez dans cet appartement, vous n'avez pas accès à la chaudière collective. Donc, du coup, soit on vous donne des informations qui proviennent du syndic, qui sont attestées, et à ce moment-là, vous savez par exemple que c'est une chaudière gaz collective qui a été changée en 2010. Soit vous n'avez pas d'informations et à ce moment-là, vous êtes obligé de partir sur la BAC qui est donnée par la méthodologie, et c'est-à-dire de forcément partir sur une chaudière fioul de l'année de construction. Donc, imaginez que ça soit un bâtiment qui était construit dans les années 70. D'une chaudière gaz de 2010, on passe à une chaudière fioul de 1970. Donc, c'est totalement faux, mais vu qu'on n'a pas d'informations, on est obligé de noter ça. Est-ce que tu dirais, on a avec nous François-Emmanuel, qui nous a accueillis tout à l'heure, syndic de copropriété, est-ce que tu dirais qu'il y a encore un problème de relation mal huilée entre les syndics, si on parle des immeubles collectifs, mais c'est très, très, très important, la plupart des logements locatifs notamment sont dans ces immeubles collectifs, et puis les diagnostiqueurs. C'est-à-dire, est-ce que la fourniture des informations sur les bâtiments collectifs, en maison individuelle, c'est un autre sujet, ce sont les propriétaires qui peuvent vous donner les informations ou pas, mais est-ce que ça marche bien avec les syndics ou est-ce qu'il y a encore des difficultés? Je ne suis pas en train de montrer du doigt une profession, mais de dire est-ce que la chaîne est bien, est bien huilée? Est-ce qu'elle fonctionne bien aujourd'hui, l'information? Est-ce que le partage d'informations se fait assez bien entre les syndics et les diagnostiqueurs? Vu que François-Emmanuel prend un petit peu de temps pour sa réponse. C'est à toi que je pose la question. D'accord, ok. Je croyais. D'abord à toi. Excuse-moi. Alors, en fait, alors là, parlons très clair et parlons prix. À 150 €, moi, j'ai absolument pas le temps d'aller poser la question au syndic, récupérer le nom du gestionnaire, etc. J'ai pas le temps. D'accord? Donc, soit on met en place un tarif syndiqué et qui me laisse le temps, du coup, d'aller moi-même chercher l'information, soit c'est pas le cas. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, du coup, je demande l'information au propriétaire qui, lui, connaît son syndic, connaît son gestionnaire et se charge d'aller récupérer l'information. D'accord, c'est très clair. Moi, j'ai pas de problème avec les syndics vu que je les ai pas en direct. Après, de temps en temps, c'est vrai qu'on n'a pas l'information, soit parce que le propriétaire ne l'a pas demandé, soit parce que l'information n'est déjà pas connue du syndic. Ça peut exister, mais c'est assez rare comme cas. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est postérieure, en fait. C'est une fois qu'il y a eu la note que le propriétaire se soucie de savoir s'il a ou pas communiqué les bonnes informations. La plupart du temps, elles se retrouvent sur nos sites internet, puisqu'en fait, on a mis à disposition les relevés de dépenses et éventuellement même les factures. Parfait. Anne, encore deux questions avant que je ne me tourne vers Yannick. Tu as évoqué la question du prix. Est-ce qu'il y a du dumping? Je l'ai posé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pâtis sur ton marché, et puis tu en connais d'autres sûrement, de pratiques condamnables, hein, le dumping est condamnable et indélicate, et qui pourraient tirer vers le bas la qualité professionnelle?
Oui, c'est vrai, ça existe encore. Quand tu démarres dans la profession, pour te faire une place, tu agis sur le prix. Du coup, c'est vrai que le dumping existe et fait du mal à la profession. Quand tu démarres, tu n'es pas formé, tu agis sur le prix et tu fais des rapports plus ou moins fiables, on va dire. Moi, maintenant, au bout de 7 ans, Henri, je garde la tête haute, je garde mes prios aussi, enfin haut entre guillemets, mais acceptable, qu'on puisse vivre. Et je fournis qualité et réactivité à mes clients et je m'y retrouve. Tu évoquais tout à l'heure, tu as eu une phrase où tu parlais de réglementation. Il n'y en a pas aujourd'hui, c'était rappelé par Lucille. Le prix du DPE, par exemple, est libre, comme des autres diagnostics. Est-ce que tu serais, pour éviter le dumping, pour préserver aussi la qualité, un bon niveau d'équilibre économique des entreprises, favorable à des tarifs minimums, par exemple, réglementés, minimum, allez, on va dire un plancher en dessous duquel on ne pourrait pas descendre? Je ne serais pas forcément contre, effectivement. Je serais même plutôt pour. Et après, c'est compliqué dans le sens où, tu le sais comme moi, Henri, de travailler sur un petit périmètre géographique ou sur une région comme nous, en Savoie, où tu peux mettre très, très longtemps à atteindre un bien au fin fond d'une vallée. Il faudra le prendre en compte. Parce que le temps du diagnostic, finalement, devient ridicule par rapport au temps de transport. C'est Mais clair. une fois que tu as pris en compte tous ces aspects, oui, oui, je suis pour un prix plancher. Enfin, alors je te dis tout de suite, parce que je me dois non seulement de poser des questions, mais de répercuter les informations, que un grand nombre de participants te félicitent pour ta franchise. Voilà, donc je te dis, alors je vais t'en Merci. parler encore un peu plus, puisque comme c'est pour les satisfaire. Est-ce qu'il y a encore des problèmes d'éthique qui se posent? On va être très clair. Il y a quelques années, voilà, je peux en attester, la question s'est posée de rétrocommission, de vraiment, voilà, on a compris, c'est-à-dire de pratiques qui peuvent fausser l'indépendance nécessaire du diagnostiqueur. Est-ce qu'il y a encore des tentations, des tentatives, voire des réalités sur ces sujets-là? Pas chez toi, je n'imagine pas un instant, mais tu pourrais faire l'objet de pression. Est-ce qu'on voit encore ça? Les enjeux sont énormes. C'est-à-dire que, c'était dit tout à l'heure, entre un bien qui va être interdit d'être loué ou pas, ou dont on va pouvoir augmenter ou pas le loyer, dans lequel il va falloir engager ou pas des travaux, les enjeux sont colossaux. Il peut y avoir des tentations. Est-ce qu'elles existent ou pas? Alors, sur la question des rétrocommissions, c'est vrai qu'il est fréquent que des agents immobiliers nouveaux dans la profession me posent la question. Je leur dis évidemment que non, que ça ne sera pas avec moi, qu'ils peuvent essayer ailleurs. Mais finalement, ils finissent pratiquement toujours par revenir travailler avec moi. Donc, je me dis que mes collègues sont comme moi, on doit tous refuser la rétrocommission vers chez moi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est est-ce que je reçois des pressions de la part d'agents immobiliers pour pouvoir faire évoluer une note? Oui, oui, ça peut arriver. Et à ce moment-là, la meilleure des réponses, c'est de leur dire qu'un DPE, c'est améliorable quand j'ai des informations. Et on en revient toujours à la même chose. Du coup, ensuite, on cherche l'information et on fait. On rappellera d'ailleurs, tu veux nous dire un mot sur le sujet, que le DPE est devenu opposable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire opposable? Parce que c'est passé très vite. De non opposable à opposable, on s'est dit, tiens, c'est un mot de plus. C'est un concept juridique. Ça veut dire qu'il prend une force aujourd'hui qui pourrait conduire à la mise en responsabilité de celui qui fait le DPE s'il l'a faussé. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très juridique. Tu demanderas à Yannick, qui sera plus à Oui, même poser la question. de répondre. Nous, pour autant, on essaye de prendre responsabilité vis-à-vis de ça. Ça me permet de rebondir, Henri, si tu me le permets, sur les préconisations. Lucille Buisson, tout à l'heure, évoquait la nécessité ou son envie de voir opposables nos recommandations. Je ne vois pas les choses de la même manière. En fait, je considère qu'un diagnostiqueur, c'est comme un médecin généraliste. C'est-à-dire qu'il va faire un check-up du bien, qu'il soit DPE, amiante, électricité, gaz. Il va faire un check-up du bien complet.
Pour autant, il ne va pas rentrer dans le petit détail. Un, parce qu'il n'est pas formé pour, hein, et ensuite parce qu'il y a des grands spécialistes de l'immobilier, du bâtiment, qui sont là pour ça et qui font ça toute la journée. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'orienter le propriétaire vendeur ou acquéreur vers le bon spécialiste s'il y a besoin en termes d'anomalies, pathologies et efficacité énergétique. Donc, nos recommandations, il faut plus les prendre comme une piste d'amélioration, mais qui doit être confirmée et validée par un spécialiste. D'accord. C'est très clair. Je reviendrai vers toi, j'ai d'autres questions, mais comme j'en ai beaucoup pour Yannick, on va tout de suite se tourner vers lui. Yannick, tu as proposé des mesures fortes, je dirais originales, choquantes, novatrices, comme on veut, pour que les diagnostiqueurs, et c'est une expression qui a été évoquée par Lucille tout à l'heure, soient mieux encadrés, hein, c'est l'expression, des propositions assez radicales, je dirais. Il va t'appartenir de nous les rappeler, tout le monde n'a peut-être pas en tête tes propos, donc tu vas nous les détailler. Est-ce qu'elles font consensus? Je disais qu'il y avait plusieurs organisations professionnelles, il y en a 3 à ma connaissance, dont la CDI-FNAIM. Est-ce qu'elles font consensus? Est-ce que la profession aujourd'hui est unie sur ce constat qu'il faut faire mieux? Voilà, donc je te réponds déjà à ces questions-là, puis ensuite on va aller dans le détail. J'ai un menu copieux pour toi. Oui, merci et encore merci pour cette invitation. Merci et bonsoir à tous. Je reviendrai quand même sur les quelques propos qui ont été tenus en préambule pour dire que je relaie les propos de ma consoeur Anne Sommet qui a été choquée un peu dans sa chair sur l'article du UFC Que Choisir. Et je tiens à dire ici publiquement que UFC Que Choisir est un outil important pour le consommateur. Nous avons été créés justement pour être le tiers de confiance, pour que le consommateur puisse être informé. Et tu as rappelé notre confrère, enfin le confrère de Lionel, qui avait créé la loi Carrez, pour être sûr que quand on achetait un bien qui faisait 72 mètres carrés, on ne nous vendait pas un bien qui faisait 100 mètres carrés en tant que consommateur. Et donc, il y a eu des dérives par le passé. Le diagnostiqueur est là pour être le tiers de confiance. L'article de Que Choisir est indispensable. Comme dans tous les métiers. Je tiens à rappeler ici qu'il y a aussi bien des bons diagnostiqueurs que des mauvais, comme il y a des mauvais journalistes, il y a des mauvais chauffeurs de taxi, et dans toute profession, il y a des mauvais boulangers. On a aussi… des mauvais chasseurs aussi, on le rappellera. Il y a peut-être aussi des mauvais chasseurs. Et je trouve que cet article a fait mal à cette profession qui, là, on parle de 5 DPE avec peut-être une quinzaine, une vingtaine de diagnostiqueurs. Je rappelle qu'on fait toutes les semaines 50 000 DPE. Et que nous sommes 10 000 à travailler, et je peux vous le dire, et je n'ai aucune gloriole, mais de dire que la plupart de nos confrères font un travail de qualité dans des conditions difficiles, pris entre le marteau et l'enclume d'un vendeur qui, lui, veut vendre avec un diagnostic le plus performant possible, et un agent immobilier qui, lui, veut aussi que la rectitude ne soit pas forcément, et je dis forcément, toujours au rendez-vous, parce que parfois, on dit des choses qui font mal. Moi, ce qui m'a choqué, et j'en finirai là-dessus sur l'article du UFC Que Choisir, c'est pas qu'il ait mis le doigt sur des dysfonctionnements. Et s'il y en a, tant mieux. C'est qu'on n'a pas eu de prise de parole, nous, professionnels, que ce soit la fédération que je préside, que ce soit Anne ou mes confrères et consoeurs qui pratiquent le métier, et que c'est un article qui est uniquement à charge. Et peut-être qu'on avait des choses à dire, d'expliquer ce qui a été évoqué tout à l'heure par Anne, la méthodologie. Je rappelle qu'il y a 1 an encore, la méthodologie du DPE était faite et imposée de 2 manières. Cela fait que 1 an que le DPE est monométhode. Et quand on nous a livré le moteur de calcul en juillet, je rappelle que pendant 3-4 mois, il n'a pas été fiable. Que la méthodologie, il a fallu l'apprendre au forceps. Et je ne suis pas là pour défendre ma filière, paradoxalement, parce que je dis qu'il faut sanctionner, je répondrai à ta question, après ceux qui entachent notre profession de tiers de confiance, notre profession réglementée, mais il faut aussi comprendre que tout ça s'est fait dans l'urgence, parfois un peu contraire aux bonnes mœurs et aux bonnes pratiques notamment, et qu'à un moment donné, nous on suit des réglementations, des couches de réglementation, on essaye de s'améliorer. Alors, j'aurais tendance à dire à nos amis de Que Choisir, et comme à ceux de 30 millions de consommateurs qui ne sont pas là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, vous trouvez nos coordonnées dans l'annuaire sur les réseaux sociaux, et on se fera
un plaisir de vous accompagner dans votre réflexion qui est de comprendre comment on peut mieux protéger le consommateur, parce que c'est notre rôle aussi d'avoir une profession qui accompagne le consommateur. On ne peut pas être que à charge. Ça commence ce soir au Cercle des managers de l'immobilier. Hein. On est un peu là pour ça. Voilà. Le dialogue est sorti. Ceci étant dit, excusez-moi de ce préambule qui est un peu long. En effet, et d'ailleurs, je remercie aussi tous ces acteurs qui nous challengent, nos confrères agents immobiliers, nos amis journalistes, les notaires et les consommateurs surtout, qui nous disent « soyez meilleurs ». Et donc, en effet, cette profession qui a que 20 ans, oui. Qui est toute jeune, qui a été un peu le dernier rempart sur la connaissance de l'immobilier, parce que je rappelle qu'on a commencé avec la loi Carrez, et puis après, ça a été dans le désordre, hein, l'amiante, le gaz, l'électricité, la sécurisation des biens et des personnes, des locataires il y a peu de temps encore. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand vous louez à votre fils un studio à l'autre bout de la France, vous êtes content de savoir qu'un diagnostiqueur est passé et qu'il n'y a pas de désordre lié à un problème d'électricité ou un problème de gaz. Et certains ont demandé plus. On a vu le problème des sols argileux, hein, encore à Lille très récemment. Certains demandent qu'il y ait encore plus de transparence et qu'il y ait de nouveaux diagnostics. Oui, mais alors qu'il y ait des nouveaux diagnostics, on va essayer de les absorber. Mais déjà qu'on fasse bien cela, je rappelle que dans les Landes, quand vous achetez une maison, et je dis ça pour Lionel, on est content qu'il y ait un diagnostiqueur qui passe et qu'il n'y ait pas de termites, parce que sinon la maison s'effondre. Que quand vous êtes en Bretagne, il n'y a pas de mérule, parce que sinon la maison est pas saine. Et donc, voilà, en 20 ans, on a créé une profession qui informe de manière extrêmement exhaustive sur différentes technicités. Je rappelle que ma consoeur a évoqué qu'on était des généralistes. Et en effet, les recommandations que font les diagnostiqueurs, ce sont les mêmes qu'un médecin généraliste. Quand il y a une pathologie trop grave, il faut aller voir un spécialiste. Nous, on est des généralistes. On informe et après, on oriente dans des parcours. Quand c'est l'audit énergétique sur un mauvais DPE, on va voir un thermicien et on va voir une maîtrise d'œuvre sur la rénovation des travaux. Si on doit restructurer un bien, c'est pareil, c'est des artisans du bâtiment, des menuisiers pour les fenêtres, etc. On n'est pas là pour faire de l'AMO et du conseil. Donc, ce métier, et j'en aurais fini là-dessus, ce métier qui est un métier de constat, c'est la définition même de ce qu'est un diagnostic, c'est pour orienter. Je rappelle aussi qu'on est là pour donner une indication. Un diagnostic moyen, c'est 350 €. Je rappelle que des honoraires de transaction, c'est 6 000 €, que des honoraires de notaire, c'est 10 000 €. Alors, ça n'empêche pas qu'il… On va ajouter qu'il y a les droits de mutation à l'intérieur, hein, quand même. Ouais, on va ajouter qu'il y a les droits de mutation à l'intérieur. Je ne me le pardonnerai pas si je ne le disais pas. Donc, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'en effet, il faut que cette profession elle soit encore plus proche de la rectitude. Il est en effet important que toute la filière nous accompagne. Et je vais donner 2 exemples. L'agent immobilier ne peut plus nous challenger. On n'a pas à être challengé. On fait nos diagnostics et on les fait à la manière dont la méthodologie nous est imposée par le législateur. Et Lionel Cos a rappelé que, certes, on va au forceps, mais c'est tout le pays qui a besoin de cette mise en place d'une grande politique de rénovation énergétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et j'ai contacté la nouvelle présidente que j'ai félicitée pour sa présidence du Conseil supérieur du notariat, où j'ai demandé que le notaire soit aussi le tiers de confiance, parce que Lucille parle du diagnostiqueur, mais quid du notaire qui doit vérifier les certifications du diagnostiqueur? Est-ce que le numéro du DPE est enregistré à l'ADEME? Et est-ce que les honoraires du diagnostic sont payés? Est-ce que aussi le diagnostiqueur est assuré? Bref, on est toute une chaîne de valeur. On n'est pas dans un écosystème où on est tout seul. On appartient à la nation dans ce concept de confiance. Et donc, en effet, la CDI FNIM, et je remercie mes confrères à la fois pour leurs élections et le projet qu'on a porté, demande aux législateurs, et on a écrit à Olivier Klein, à ses confrères ministres sur certaines branches professionnelles. Nous sommes accompagnés par plusieurs parlementaires. Je crois que Lionel soutient aussi notre cause. On va faire réagir. De légiférer en notre faveur pour que notre profession, nos confrères, méritent une vraie filière. Vous imaginez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous reproche et avec toute la responsabilité qu'on a, on n'a pas de branche professionnelle, on n'a pas de formation professionnelle adéquate, on a juste des certifications qui sont sous accréditation COFRAC dans un centre de formation, et en 3 mois, on est censé connaître tout l'univers du bâtiment. On n'a pas de convention collective, on n'a pas de diplôme,
et on n'a pas d'encadrement réglementaire au même titre que d'autres professions que sont les agents immobiliers, les syndics de gestion, les personnes qui font de l'ADB, par exemple. Alors nous, à la CDI FNIM, on demande qu'on soit mieux encadré, à la fois mieux respecté, c'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité d'avoir un vrai métier. On a des débouchés professionnels à offrir à des jeunes hommes et des jeunes femmes dans ce pays qui peuvent faire ce métier qui est fantastique, qui est le métier de tiers de confiance. On a besoin de retrouver la confiance à la fois du consommateur, des journalistes en l'occurrence, et aussi de nos confrères. On est le bras armé de la politique publique en matière de rénovation énergétique parce que la loi climat-résilience, qui est extrêmement ambitieuse, elle est fondée quand même sur le DPE. Elle est fondée sur l'information que l'on donne. Et pour ce faire, il faut qu'on ait confiance en nous. Et j'entends ici ou là le fait qu'on puisse avoir des méthodes d'appréciation. Mais Anne l'a repris et l'a exposé. La méthodologie, elle n'est pas claire. On a des défaillances, certes, mais la méthodologie n'est pas encore claire. Alors, je dirais, j'ai posé la question à Lionel Cos, qui légitimement a donné son avis, mais m'a renvoyé vers toi. Est-ce qu'aujourd'hui, le lien est assez fort entre l'administration, notamment du ministère du Logement, qui travaille sur ces outils? L'audit est à venir, et puis il y en aura sûrement d'autres. Est-ce qu'il y a un lien assez fort entre ceux qui fabriquent ces outils, qui vous sont confiés ensuite, et vous-même, c'est-à-dire les organisations représentatives des diagnostiqueurs? Alors, tu es un président récemment élu, mais bon, tu vois déjà ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce lien te satisfait, ou est-ce que tu penses qu'il y a une coopération qui doit se mettre en place pour que les outils qui sortent soient bien mieux conçus? Sur le futur de la filière, les pouvoirs publics sont à notre écoute. J'ai été reçu la semaine dernière au cabinet du ministre et on avance sur les propositions, etc. Par contre, sur la méthodologie, on nous l'impose un peu au forceps. Et par exemple, je parle de la réforme du DPE, et Anne était encore plus sur le terrain que moi, et le sait, quand c'est sorti le 1er juillet, le lendemain, il fallait qu'on fasse des nouveaux DPE. On ne l'a pas testé. On l'a testé à droite, à gauche, mais enfin, ça ne se fait pas en 3 jours. Ça se fait la transition, les périodes de transition de la méthodologie doivent se faire en plusieurs semaines. Tu es d'accord sur l'expérimentation? J'évoquais ce terme. Oui, mais c'est non, mais Lionel a raison, on n'a pas le temps. Je veux dire, on parle de coupure d'électricité, on parle de factures électriques pour nos concitoyens, et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais il faut nous laisser à nous le temps d'avancer et de former nos collaborateurs, nos confrères, pour que la rectitude soit au rendez-vous. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse des propositions de part et d'autre. Il faut que aussi l'ADEME nous écoute sur le moteur de calcul, la façon. Alors, je sais qu'il y a un appel d'offres qui vient d'être lancé. Et paradoxalement, je pense que la filière va y répondre pour une première fois. On sait qu'il y a un nouveau livre blanc cahier de méthodologie du DPE qui doit sortir, mais vous imaginez, en janvier 2023, il y a un nouveau livre blanc de méthodologie qui va s'imposer à toutes nos filières, à toute la filière et à tous les consommateurs. C'est-à-dire on va encore nous demander d'appréhender différemment le DPE. Ce qui serait bien, c'est qu'on nous donne un outil clair et net. Le médecin, quand il prend la tension, il a un tensiomètre qui est fiable et on ne le remet pas en cause. Donnez-nous un moteur de calcul fiable et on nous remettra, Lucille, je vous promets qu'on ne nous remettra pas en cause. Alors, on va faire réagir tout à l'heure Lucille aussi. Pour que je puisse aller vers Lionel Cos et que des choses soient précisément dites ou redites par toi, tu as parlé, me semble-t-il, d'une intégration des diagnostiqueurs dans la loi du 2 janvier 1970, dans la loi Hoguet. Tu nous dis un mot sur ce sujet? Est-ce que c'était une provocation et ça pourrait être une autre solution, ou est-ce que tu te dis c'est le bon giron juridique? Non, mais ça peut être alors les deux, ça peut être une provocation pour faire parler de nous, et ça peut être aussi le bon giron. En tout cas, il faut que cette filière que le législateur a construite, il lui trouve une place. Alors c'est nous qui nous la trouvons ou on nous la trouve, mais à un moment donné, vu qu'il ne se passait rien, moi j'ai décidé d'avancer dans cet écosystème qui est la carte professionnelle, qui a quand même, et ça j'aurais tendance à dire, c'est Lucie qui nous le dira mieux que nous, qui a quand même un peu plus organisé la filière de transactions, de gestion et de syndic dans le pays. Aujourd'hui, pourquoi le diagnostiqueur ne mérite pas une reconnaissance comme ça? C'est clair. Pourquoi les diagnostiqueurs n'est pas une filière à part entière? Un mot sur les prix. Alors, je lis une question. Bon, j'ai dit que vous alliez parler sans tabou. Je peux dire que vous respectez cette consigne que je vous ai donnée.
c'est votre style à chacun. Je lis, Yannick Henouche, aidez-nous à contrôler les grosses sociétés de diagnostic immobilier qui cassent les prix. Alors, je n'indiquerai pas les noms qui suivent, je me garderai de le faire ici, on le comprendra. Est-ce qu'effectivement, j'ai posé la question à Anne, il y a un problème de dumping, est-ce qu'il est le fait, ou de prix anormalement bas, est-ce qu'il est le fait de grosses sociétés, Anne parlait plutôt de nouveaux entrants, c'est-à-dire peut-être plutôt d'artisans qui veulent conquérir un marché. Qu'est-ce que tu dirais sur les prix? Et je te pose aussi la question de la réglementation des prix. Ça a été évoqué par toi ou par d'autres? Non, mais moi, je ne suis pas là pour dire qui fait bien ou pas bien les prix, etc. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas la qualité, ça se paye, parce que ça, c'est une porte ouverte. Mais pour faire ce métier-là, il faut du temps. Quand vous allez chez le médecin et qu'en 5 minutes, il sort et il vous donne une ordonnance, vous vous dites, tiens, il y a peut-être un sujet quand même. Nous, notre check-up, je vais appeler ça comme ça, hein, notre diagnostic, nos kits de diagnostic, il faut un certain temps pour le faire. Et ce temps-là, il est fait par des hommes et des femmes qui, derrière, payent de l'essence, des loyers, etc. Et donc, nous, on milite à la CDI et FNIM pour avoir au minimum un prix plancher. Aller faire un DPE à 50 €, ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, Lucille évoquait une fourchette de prix entre 150 et 300 €. Mais ceux qui font des diagnostics d'une maison pour 150 €, je ne sais pas comment ils vivent, à part y rester 30 minutes. Donc, à faire n'importe quoi. C'est QFD. Mais la plupart de nos confrères ne font pas ça. Et le prix plancher, ce n'est pas casser la concurrence, parce que justement, allons à la hausse des prix. Hein. Aujourd'hui, on est dans une période inflationniste et nous aussi, il faut qu'on gagne entre guillemets des sous. Mais par contre, on ne peut pas travailler en bas d'un certain prix qui assure forcément une défiance. Et je pense que nos confrères seront d'accord avec l'augmentation de la réglementation et des sanctions sur notre filière si on s'assure qu'on ne peut pas avoir du low cost dans notre métier, parce qu'on peut avoir du low cost dans les avions, certes, mais pas dans le diagnostic immobilier. Alors, très clair. Lionel, monsieur le député, et ensuite, on fera réagir, Yannick le souhaitait, et moi aussi, la représentante des consommateurs sur ces propositions. Elle avait évoqué la réglementation. Lionel Cos, comment on réagit quand on est député à cette… Il est assez rare qu'une profession dise, allez, durcissez le cadre d'exercice de nos professions, contrôlez-nous davantage, exigez de nous des parcours de formation, plus de sécurité. Comment on réagit à ça? Est-ce que c'est imaginable? Alors, ce n'est pas le lieu de dire, Yannick a été clair, c'est la loi Hoguet, c'est une autre loi. Bon, il faut une expertise juridique, on n'en a pas le temps, mais est-ce qu'effectivement, il faut structurer cette profession? Est-ce que vous y êtes ouvert au Parlement? Vous ne ferez pas ça tout seul, Lionel, mais est-ce que c'est une voie qui peut être empruntée rapidement, parce qu'il y a des enjeux du moment? Ils ont entièrement, enfin, Yannick et Anne ont entièrement raison, parce que ce sont des professionnels. Donc, à partir de ce moment-là, ils veulent fiabiliser les DPE. Ils veulent faire en sorte que le client ait l'outil le plus approprié, mais ce que réclame aussi le C'est que choisir, à juste titre, et que l'on puisse ne pas se tromper. Donc, nous, il y a deux solutions pour pouvoir fiabiliser l'outil, je dirais, sur le plan législatif. Ou bien on lance des mesures de contrôle et de sanction, peut être une solution, c'est-à-dire que chaque DPE va être contrôlé et éventuellement sanctionné s'il n'est pas bien. Donc ça, c'est des solutions qui se mettent en place sur certains modes de calcul ou d'outils, mais bon, pour l'instant, c'est pas le choix qui a été fait par le législateur. Et la deuxième solution, c'est monter en compétence et pourquoi pas, comme le propose Yannick, créer une filière de telle sorte que, bien sûr, les diagnostiqueurs soient le mieux formés possible et que derrière, l'outil soit le plus juste possible de ce qui est attendu. Voilà, donc je trouve cette proposition qui est faite, qu'elle va dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle, en effet, comme certains de mes collègues, je suis intervenu auprès du ministre sur ce sujet-là. Alors, ce que peut faire un parlementaire, c'est se saisir et puis arriver à évoluer sur le plan législatif. Pardon ? Une proposition de loi. Voilà, une proposition de loi, mais je pense qu'on a besoin aussi, avant peut-être de travailler tous ensemble. Il y a deux structures moi, que je souhaite mobiliser sur ce sujet. Il y a d'une part le CNR Logement, on l'avait évoqué, qui est lancé. Donc je pense qu'il faut que ce sujet-là soit remonté aussi dans le CNR Logement. Moi, je le ferai, mais comme plein d'autres. Et le Conseil national de la refondation, je développe pour ceux qui ne… Voilà, pardon, le Conseil national de la refondation. Puisqu'il y en a un sur le logement avec justement une partie sur tout ce qui est la transition écologique, participation, la construction, voilà, comment faire mieux et bien
demain. Il y aura par l'une de vos collègues d'ailleurs, hein, par Marjolaine. Une de mes collègues, Marjolaine, tout à fait. Je l'ai vu encore ce midi. Donc, on est en train de regarder, que ce soit au niveau des DPE, mais aussi au niveau des accompagnants, enfin ceux qui accompagnent dans ma prime rénov, dans les travaux, etc. Comment on peut faire pour fiabiliser tous ces outils et effectivement que derrière, on soit au rendez-vous. Donc, ça, c'est un point important. Et le deuxième outil qui peut nous aider aussi, ce Conseil national de l'habitat. Comme vous l'avez dit, je proposerai de toute façon au Conseil national de l'habitat peut-être d'étudier cette solution et de faire des propositions, puisque là aussi nous avons une grande partie des professionnels du logement autour de la table. Voilà, je pense qu'on a ce début d'année 2023, le premier semestre, de quoi fiabiliser, associer tous les partenaires pour peut-être construire une proposition de loi. Est-ce que vous êtes ouvert, monsieur le député, à une réglementation des honoraires, des tarifs des diagnostiqueurs? Alors, on a parlé de prix plancher, on pourrait aller au-delà, on pourrait imaginer des prix fixes à un certain niveau, ou on pourrait imaginer simplement que tout ça va se réguler. C'est le cas aujourd'hui, il y a une liberté totale. Je pense que si on devient exigeant et qu'on monte en fiabilité, en qualité des DPE, il y aura forcément, je dirais, une régulation un petit peu naturelle qui se mettra en place. Maintenant, si elle n'est pas suffisante, oui, on peut tout à fait envisager un prix plancher, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas de tabou là-dessus, surtout si la profession le demande. Il n'y a aucune raison qu'on ne le mette pas en place. Encore faut-il bien définir quel prix plancher, parce qu'en effet, nos territoires sont différents. Un DPE, c'est peut-être pas le même temps de travail et les mêmes conditions en fonction du logement auquel on a affaire. Hein. Il y a des problèmes de distance, mais aussi des problèmes de logement qui sont plus ou moins peut-être faciles justement à diagnostiquer que d'autres sur lesquels ça nécessite un peu plus de travail. Donc, comment on met un prix plancher là-dessus, c'est peut-être en tout cas à travailler. Donc, ça va encore être de nouvelles modalités de calcul et de définition qui ne sont peut-être pas simples non plus. Mais si on arrive à trouver un consensus, pourquoi pas? Moi, je suis pas du tout fermé là-dessus et je ne vois pas pourquoi le législateur le serait. C'est très clair. Merci beaucoup, Lucille. Une réaction à ces solutions de fiabilisation, de montée en gamme, comme disait Lionel Cos, des diagnostiqueurs. Intégration à une loi existante, la loi de janvier 70 en est une, réglementation spécifique. En tout cas, on a parlé de parcours de formation reconnus, de diplômes reconnus par l'État. C'est un sujet qui m'est cher. Bien sûr, assurance contre les fautes professionnelles. Là, je décris un peu le contenu de la loi Hoguet. Convention collective, hein, régime social, hein, voilà, existence sociale aussi, hein, relations sociales clarifiées. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans une réglementation? Alors, ce n'est pas le métier à proprement parler du FC Choisir, mais qu'est-ce qu'on aurait en tête quand on est un consommateur pour fiabiliser tout ça et pour redonner de la confiance envers les diagnostiqueurs? C'est vrai que la question du contrôle a été posée, mais c'est vrai que la DGCCRF est déjà, les effectifs sont tendus, les tâches sont lourdes, donc je pense que multiplier les contrôles sur un travail comme le DPE… C'est pas jouable. Monsieur Nouch parlait de 50 000 DPE, voilà. Je pense que… Là, étant donné l'ampleur et le statut de pierre angulaire du DPE, je pense qu'en effet, institutionnaliser la filière est le seul recours. Nous, la formation des diagnostiqueurs, c'est quelque chose qu'on avait largement mis en avant, surtout si les diagnostiqueurs veulent faire des remontées de terrain sur la méthodologie qui peut avoir ses limites, et ça, c'est des aspects techniques que nous, on ne traite pas. Comment le faire s'ils ne forment pas une forme de corps social homogène. Exactement. Et d'autant qu'avec l'opposabilité du DPE, donc qui n'existe pas aujourd'hui sur les travaux, mais qui existe quand même sur le reste du DPE, je pense que en effet, le notaire peut être ici un tiers de confiance sur est-ce que le diagnostiqueur est bien assuré, est-ce qu'il a bien fait sa déclaration à l'ADEME, etc. Parce que l'entreprise de diagnostic pourrait se retrouver en grande difficulté si elle était attaquée. Donc, en effet, je pense que l'institutionnalisation, là, se pose comme une bonne solution. Sur les prix, bon, évidemment, je pense que M. Cos l'a rappelé, c'est difficile de déterminer quelque chose qui puisse être valable sur l'ensemble du territoire français.
Mais côté UFC Que Choisir, bien évidemment, on ferme par la porte à cette proposition. Et puis plus généralement, euh, Que Choisir est un organe de presse. Donc si les professionnels veulent répondre, ils ont naturellement un droit de réponse qu'on est obligé de publier. Donc, Au-delà du droit de réponse de vous à moi, enfin, voilà, on peut considérer que c'est un coup d'épée dans l'eau, ça peut faire plaisir, mais est-ce que un dialogue peut s'instaurer au-delà de ce débat aujourd'hui, hein, je redis qu'il est fait pour ça, mais entre des enquêteurs qui préparent un dossier pour mettre au jour des difficultés, et puis les professionnels. Est-ce que ce sont des pratiques que vous avez dans d'autres domaines? C'est ça que demandait Yannick, hein, ce n'est pas un droit de réponse. Hein. ah non, je pense que là, je parle pour les journalistes qui ont Faut mené mieux l'enquête, comprendre. mais je pense que leur indépendance doit rester totale et que qu'on peut pas là, ça peut être un dialogue a posteriori, je pense, mais pas a D'accord. priori. Mais est-ce que la compréhension, comment dirais-je, des anomalies, des raisons des anomalies, c'est-à-dire la didactique, sont des sujets complexes, un diagnostiqueur, c'est un technicien. Est-ce qu'il peut y avoir un besoin de clarification en amont d'une enquête, en amont d'un dossier qui va sortir? Je ne parle certainement pas de fausser l'indépendance des journalistes. Non, je pense que là, l'enquête, son angle, qui est disons, la ligne éditoriale, en tout cas qui a été adoptée ici, c'est de mettre en exergue la variabilité des DPE et leur manque de fiabilité. Nous, on allait jusqu'à à conseiller aux consommateurs de faire plusieurs DPE lorsque celui-ci pouvait lui être utile, à ne pas se fier aux travaux. Et la conclusion de l'article, c'est doit-on continuer à utiliser ce DPE? Donc, elle est pas, elle attaque pas, là, ici même, elle n'attaque même pas foncièrement la profession, mais D'accord. doit-on continuer à utiliser cet outil? Donc, voilà, je pense qu'après, pour des explications, voilà, c'est un constat. Nous, c'est une alerte qu'on Oui, bien fait. sûr. Et ensuite, c'est au pouvoir public, à la profession d'en tirer les conséquences et de faire ses propositions. Mais on Votre reste rôle vraiment, en était effet, reconnu. à l'étape d'alerte à ce stade, c'est vrai. Lucie, on parle beaucoup de DPE, c'est normal aujourd'hui, transition environnementale, les plus gros enjeux, on peut estimer qu'ils sont là. En fait, c'est faux. Je parlais d'enjeux sanitaires, constater un risque de saturnisme, c'est infiniment plus grave que de constater un risque de facture élevée de chauffage. Bon. Est-ce que sur les autres diagnostics, je n'ai pas en tête, hein, je le confesse, les études qui ont pu être faites, les enquêtes par UFC, est-ce qu'il y a aussi des soupçons d'insuffisante fiabilité ou est-ce que ça roule, qu'on parle je sais pas, de risque sismique dans certaines régions, voilà, de mérules, enfin, on a évoqué plusieurs problèmes. Ah, je ne saurais pas vous répondre sur les autres types de D'accord. diagnostics. Il est possible que le DPE soit plus technique, concerne plusieurs aspects, donc qu'il est aussi plus récent. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Donc, je ne peux pas vous répondre sur cet aspect, je suis désolée. D'accord. Une observation qu'on me fait, elle s'adresse à vous, Lucille, c'est on me demande de rappeler que les recommandations de travaux seront opposables dans l'audit énergétique. C'est le cas? Oui, parce que l'audit énergétique est obligatoire pour les passoires énergétiques, en fait. C'est Il ça. découle, donc forcément, là, mais il n'est pas opposable dans le DPE actuel si ce n'est pas une passoire énergétique. Mais pour revenir quand même sur les conséquences sanitaires de la précarité énergétique, il y a des travaux qui ont été faits par la Fondation Abbé Pierre Absolument. sur le développement des maladies, de différentes maladies, de l'asthme chez l'enfant, des angines, etc. Donc, il y a quand même des conséquences qui ne sont pas C'est forcément exact. aussi poussées que dans d'autres domaines, mais de la précarité énergétique. Non, mais je corrige ce que j'ai dit. Il y a aussi des risques sanitaires qui sont attachés, je suis d'accord, à la contre-performance énergétique, tout à fait d'accord. Une question sur, alors peut-être une réaction de Anne. Je voudrais parler pour approfondir un petit peu et qu'on sorte de ce débat avec des vraies pistes. Il y a eu un bon accueil de Lionel Cos à cette voie d'un encadrement plus exigeant. Anne, le niveau de formation, alors je peux bien dire, on le verra en lisant ta biographie, tu fais partie de diagnostiqueurs qui, voilà, ont une formation importante de haut niveau. Aujourd'hui, quel serait le bon parcours de formation? Est-ce que, je parle comme président d'école, hein, si on me l'autorise, est-ce que c'est une année de formation?
Est-ce que c'est un niveau bachelor, voilà, une troisième année post-bac? Est-ce que c'est, allez, je vais dire un niveau master? Est-ce que c'est un niveau certification, certificat de qualification professionnelle, CQP, un CQP spécifique pour les diagnostiqueurs, par exemple? Voilà, je ne vais pas être trop technique, mais quel serait le bon niveau de formation? Yannick nous disait tout à l'heure, c'est pas en 3 mois avec une formation POFRAC qu'on fait un diagnostiqueur. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un diagnostiqueur? Anne, ton point de vue? Actuellement, c'est vrai que la majorité, je dirais à 99%, pour devenir diagnostiqueur, on le devient en reconversion avec 3 mois de formation. Et on obtient un équivalent bac+2. 3 mois de formation pour un bac+2. Pour moi, c'est choquant. Parce que ça nécessite vraiment 2 ans de formation. 2 ans de formation, pas forcément, enfin pas 2 ans de formation théorique, 2 ans de formation théorique et surtout pratique. Parce qu'au bout de 3 mois de théorie, nous obtenons nos certifications et nous n'avons aucune idée de la pratique. Donc, du ça veut dire l'alternance, ça veut dire 2 années en alternance, par exemple. On pourrait imaginer l'alternance. Ouais. Il y a déjà des formations en ce sens qui sont très peu nombreuses, avec très peu de place en France, qui proposent 2 années d'alternance pour devenir diagnostiqueur et qui du coup, vont chercher des petits jeunes, des moins de 25 ans. Et je trouve que c'est bien et que ça devrait se généraliser. Parce que c'est vrai que quand tu sors de la certification avec tes 3 mois, tu n'as pas de pratique. Et du coup, si tu t'installes, comme il est possible par la réglementation actuelle, en tant indépendant d'un réseau, eh bien, tu n'as aucun référent, aucune référence possible. Et du coup, tu fais ton premier diagnostic sans savoir de quoi tu parles. Ce qui n'est pas vrai quand tu es salarié, puisque quand tu es salarié, tu intègres une entreprise qui va te former à la pratique. Et quand tu intègres aussi un réseau de franchise qui te forme dans la franchise. Voilà. Anne, une chose qu'il faut rappeler, il me semble que les diagnostics que vous communiquez à un professionnel, à un propriétaire, à un locataire, sont signés de vous, c'est-à-dire qu'ils sont individuels. Oui, c'est ça, c'est des certifications individuelles. Voilà, ce n'est pas l'entreprise qui a un tampon, une signature. Vous signez, vous engagez vous-même, en clair. Oui, on engage notre certification. Donc, c'est une certification individuelle. Par contre, c'est une assurance, une responsabilité civile professionnelle de l'entreprise. Oui, de l'entreprise, voilà. Qui peut être unipersonnelle ou qui peut être beaucoup plus importante. Oui. Et cette certification, creusons un peu parce que je voulais faire réagir Yannick. Spontanément, il a, allez, je ne dirais pas il a opposé, mais il a mis en balance la certification actuelle, les 3 mois qu'on évoquait, et puis des filières plus longues et plus construites qui seraient à venir. Il disait qu'il en existait, mais très très peu aujourd'hui. Cette certification, on en a beaucoup parlé, elle a été présentée comme un grand progrès il y a une quinzaine d'années. Elle a évolué, elle s'est plutôt durcie. Elle coûte de l'argent, c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'il faut déchirer la copie? C'est pas ça qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il faut maintenir la certification et ajouter encore des parcours de formation? La certification, c'est une bonne formation théorique, manque la pratique. Donc, déchirer la copie, non. Par contre, la faire évoluer et prendre en compte cette formation pratique, y compris qui serait obligatoire dans le parcours de formation du diagnostiqueur, ça me paraît important. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick? Oui, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, Yannick? Je ne sers plus à rien. Yannick, une réaction. C'est régulateur de débat. Moi, ce que j'en pense, c'est que de toute façon, il faut de la pratique parce que vous imaginez la technicité d'une maison. Tu ouvres la porte, tu as l'électricité, le gaz, les pathologies du bâtiment. Là, aujourd'hui, on a l'enjeu de la rénovation énergétique. Notre filière va accompagner les pouvoirs publics et les Français pendant au moins une quinzaine d'années, peut-être 20 ans sur la rénovation énergétique. Oui, bien sûr, il faut au minimum un bac+2 avec beaucoup de théorie et beaucoup de pratique. Quand on sort de certification, c'est très difficile de savoir quelle est la différence entre une chaudière. Quand on est sur le terrain, on le sait. Parenthèse, tu dirais un BTS spécialisé. Mettons des choses précises. Mais oui, mais au moins un BTS dédié. Oui, au moins un BTS. Au moins un vrai BTS qu'on fait dans un lycée, qu'on fait en alternance. Et puis, moi, je n'entends pas dans les dîners en ville des jeunes qui disent « je veux devenir diagnostiqueur ». Or, c'est un métier formidable.
Et c'est un métier qui est au cœur de toute la problématique de nos concitoyens demain, c'est-à-dire comment je loge mes enfants, qu'est-ce que je vais acheter, comment demain, on parle de la silver economy, mais comment on va transformer les logements pour que nos aînés puissent vivre chez eux. Ça, c'est un diagnostiqueur qui va venir aussi expliciter les choses. Et donc, je reviens sur ce que disait Anne, c'est en effet beaucoup de pratiques. L'ambition, je me permets de répondre à Lucille, l'ambition c'est pas de répondre d'avoir un droit de réponse, parce que je vais vous envoyer notre communiqué de presse sur notre projet de filière et j'espère que vous le passerez. C'est moi, mon ambition, et je vais dire excusez-moi, c'est que dans les 3 prochaines années, parce que j'ai une présidence de 3 ans, c'est que dans les 3 prochaines années, on fasse la une de UFC Que Choisir, mais cette fois où UFC Que Choisir dit les Français peuvent avoir confiance dans leur diagnostiqueur. Et ça, c'est notre ambition, et c'est ça qu'on travaille à la fois avec les pouvoirs publics et avec nos confrères. Un mot sur on parlait de filière de formation, c'est clair, convention collective. Bon, on va pas aujourd'hui approfondir, mais effectivement, une profession, c'est une convention collective ou le rattachement à une convention existante. Aujourd'hui, sans être trop précis, mais vous rattachez à plusieurs conventions collectives, vous choisissez comment ça se passe? Généralement, avec les codes APE, on est plutôt Syntec, on n'est rien. On a beaucoup de confrères qui sont rien. Qui sont des indépendants rattachés à rien. Les salariés dans ces entreprises n'ont pas de protection. On n'a pas de parcours. Et surtout, c'est ce qu'on demande, et moi, c'est ce que j'ai évoqué avec cette carte D, qu'on nous impose de la formation continue. Mais pour avoir de la formation continue, pour l'imposer, encore faut-il qu'elle soit financée. Bien sûr. Et on est rattaché à aucune convention collective qui nous donne accès à des parcours. Ça veut dire aussi, ça veut dire un collecteur, comme on dit, voilà, un OPCO, on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un circuit de financement pour, en effet, que tout ça tourne bien, que la formation puisse être… Oui, vous avez évoqué le millefeuille de toutes les méthodologies qu'on nous a imposées, entre guillemets, quand je dis imposées, qu'on nous a demandé de faire pour sécuriser le consommateur. Mais on les apprend comment? C'est pas avec des bouquins et des articles dans la presse. C'est en allant dans des parcours de formation qu'on peut améliorer la technicité de nos confrères. Sur les effectifs, 2 questions. Si on parle formation initiale, alors il en existe, mais on pourrait imaginer un diplôme d'État. Le BTS, c'est un diplôme d'État, je le rappelle. Et on pourrait s'y former, comme aujourd'hui, un BTS profession immobilière, depuis 1993. Et on peut s'y former ou dans le public ou dans le privé, peu importe. Il y a des endroits qui font bien le boulot. Est-ce que, et Anne parlait de jeunes qui vont vers ces métiers-là, elle a aussi parlé de reconversion. Est-ce que ce sont des métiers qui sont adaptés à la reconversion, qui sont accueillants, qui conviennent à des personnes qui, à 35, 40, 50 ans, ayant fait autre chose, peut-être venues de l'univers de la technique du bâtiment ou de l'immobilier? Est-ce que c'est une destination naturelle pour eux? Je crois qu'Anne veut parler, mais moi, je vais répondre qu'on accueille tout le monde. On travaille sur des actifs immobiliers divers, on a des parcours de vie divers, des jeunes, bien sûr, qui viennent de formation diplômante, on évoquait tout à l'heure des BTS, et puis des moins jeunes qui ont travaillé soit dans le BTP, qui ont été agents immobiliers, d'autres qui ont été notaires, quand je dis notaires, qui ont travaillé dans des études notariées, etc. Oui. Mais il faut avoir quand même une composante technique. D'accord. Et donc, pour faire ce métier, il faut aimer, alors je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, aimer le bâtiment, aimer la pierre. Avant de revenir vers Anne, le nombre de diagnostiqueurs, j'ai entendu de la bouche de ton prédécesseur à la présidence de la CDI, qu'en gros, il manquait autant de diagnostiqueurs que nous en avions. Alors, tu as parlé d'une dizaine de milliers aujourd'hui de femmes et d'hommes. Il en faudrait le double. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, le métier est en tension, ce qui peut induire des risques aussi de moindre qualité, peut-être, ou est-ce qu'on a un personnel suffisant pour répondre aux enjeux? Tu as parlé de 50 000 DPE, mais demain, il y en aura plus, alors selon l'état du marché, les transactions, mais globalement, il y a une profondeur de marché, comme on dit, énorme. Est-ce qu'il y a assez de bras? Non, mais alors, comme dans beaucoup de métiers, on n'a pas assez de bras. Les gens courent, on travaille dur, tout le monde est crevé dans notre filière parce qu'on est tout le temps sur la route pour répondre aux exigences. Je rappelle que l'année dernière, il y avait 1 200 000 transactions, donc il y a eu 1 200 000 diagnostics. Absolument. Et sur les 1 200 000 diagnostics, il y en a un pourcentage qui n'était pas bon. Et les locations qu'il faudra ajouter. Il y en a eu. Il faut rajouter les 2 millions de locations qu'on fait également. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'attire pas beaucoup
Parce qu'en fait, on n'a pas de, j'ai évoqué tout ça, pas de reconnaissance professionnelle, pas de statut, pas de parcours, pas de convention collective. Donc en fait, on est nulle part. Et en fait, et là je le dis à Lionel Cos, et puis je le dis aussi au ministre et au pouvoir public, donnez-nous une vraie filière, donnez-nous la capacité de travailler et d'avoir une ambition, pas que dans une transition professionnelle, mais pour faire carrière. Et ça, je pense que le pays en a besoin. Je crois que tu n'as pas répondu à une question tout à l'heure, mais tu vois, ça ne marche pas. Est-ce que les deux autres organisations professionnelles, je crois que vous êtes trois, hein, aujourd'hui souscrivent alors, au détail de tes propositions ou à l'esprit de tes propositions, sachant que face au pouvoir public, il vaut mieux pousser en mêlée, quoi, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Mais je ne veux pas parler pour eux, mais forcément qu'ils souhaitent aussi, je crois, au moins pour une, la FIDI, et je ne veux pas parler en leur nom encore une fois, mais ils veulent que ça avance, que les choses soient régulées. Et d'ailleurs, est-ce que c'est normal d'avoir 3-4 fédérations professionnelles quand on est 10 000? On voit bien qu'on part dans tous les sens. Là, il faut qu'on resserre le cercle, qu'on soit tous ensemble dans une, alors je veux dire, je vais prêcher dans une fédération professionnelle, avec une filière professionnelle, des parcours professionnels et une visibilité unique et simple pour le consommateur. Écoute, le message, j'en doute pas, est entendu. On a eu dans ces débats, je dis qu'on avait beaucoup parlé de diagnostic, on a eu Lionel Jeannot, hein, ton homologue, le président de la FIDI, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Anne voulait intervenir, c'est bien volontiers, je lui donne la parole. Je voulais vous faire part de mon expérience. En mai dernier, j'ai cherché à recruter un jeune bachelier pour pouvoir intégrer ce parcours en alternance en Bac+2. Et du coup, je me suis dit, la meilleure des choses, c'est sans doute de contacter les lycées pro et technologiques de ma région pour leur faire part de ma volonté d'embaucher un alternant l'année prochaine. Zéro réponse, zéro. Je me suis posé la question pourquoi. En fait, je crois que les jeunes, pour l'instant, ne connaissent pas du tout notre profession. Pour l'instant, c'est juste un métier de reconversion. Et j'espère pas faire un cas général de ça, mais c'est un métier de reconversion vers lequel Pôle emploi nous envoie des personnes qui sont fatiguées physiquement du métier du bâtiment. Et malheureusement, notre métier est très physique et du coup, on constate quand même pas mal d'échecs avec cette voie de garage parce que notre métier est physique, on fait beaucoup de routes, on est tout le temps debout dans le bâtiment, il faut qu'on passe dans les vides sanitaires, on se contorsionne pour y passer, on monte aux échelles pour aller dans des combles perdus et finalement, c'est pas un métier si reposant que ça. Donc oui, on a besoin de petits jeunes, de leur énergie, de leur volonté de découvrir, de chercher. Et donc, je pense qu'on aura tout à gagner à faire connaître notre profession chez les jeunes. Est-ce que vous allez, alors c'est peut-être pas justement ta mission, la question va plutôt vers les organisations professionnelles, mais est-ce que vous allez dans les lycées pour qu'une profession soit connue, il faut la faire connaître, hein, comme on dit. Les jeunes ne lisent peut-être pas comme il le faudrait un certain nombre de titres de presse qui leur apprendraient ce que sont les diagnostics et les enjeux. Est-ce que vous allez dans les lycées? Est-ce que ça se fait, ça, d'aller présenter son métier? Personnellement, on n'est pas très organisé là-dessus. Bien sûr. Je fais partie de réseaux professionnels et j'interviens dans les lycées. J'en profite pour leur faire découvrir le métier d'entrepreneur et puis mon métier de diagnostiqueur. D'accord, c'est très bien. Lionel, l'heure a tourné. Il me paraîtrait naturel que ce soit le représentant du Parlement qui est avec nous, sinon qui conclut, mais peut-être l'inverse, hein, qui ouvre des voies. Qu'est-ce que tout cela inspire à un député très attentif à la vie du logement, bien sûr à la réussite de la transition environnementale, mais plus largement à la sécurité sanitaire attachée au logement. Le fruit de cette presque heure et demie de débat, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'à court terme, il peut se passer des choses? Est-ce qu'on peut se dire, alors Yannick disait dans les 3 ans, je vais faire la une du FC Choisir, mais dans le bon sens du terme, c'est très long, 3 ans. Les enjeux sont beaucoup plus courts que ça. Est-ce qu'on peut, en quelques mois, en 6 mois, imaginer déjà un début, une esquisse de réglementation et un renforcement et une sécurisation pour que, je reprends la question, pour que la confiance soit mieux fondée dans les diagnostiqueurs?
Vous avez entièrement raison. En plus, c'est tout l'intérêt de cette rencontre, parce qu'en effet, nous avons abordé beaucoup de sujets et nous avons des propositions. Et nous avons abordé des sujets très, très concrets. Donc, quand je vous disais… Ça a été très précis, hein, ça a été très précis. Voilà. Très, très précis, et je pense que ça aussi, ça permet de l'efficacité, puis de savoir où est-ce qu'on va. Donc, c'est bien à la fin, justement, d'une rencontre comme celle-là, de savoir ce que les uns et les autres nous avons à faire. Moi, je vous l'ai dit, il y a deux instances en cours sur lesquelles je souhaite mobiliser un maximum les forces de toutes celles et tous ceux qui participent. C'est le Conseil national de la refondation et le Conseil national de l'habitat. Donc, je me suis engagé à ce que, effectivement, d'ici la fin du premier semestre 2023, nous puissions essayer de porter, en tout cas, ce besoin auprès de ces deux instances. Et afin d'arriver, si le consensus est là, mais a priori on semble bien parti, arriver à pouvoir trouver pour la partie en tout cas législative une proposition de loi qui pourrait être présentée en tout cas à la fin du premier semestre. Moi, c'est le calendrier que je me donne. J'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec Yannick. Je crois qu'il faut, surtout en début de mandat, c'est maintenant. Vous l'avez dit, il y a besoin d'être, je dirais, fiable très vite, de monter en compétences très vite, et on a besoin de dire à la profession où est-ce qu'on va, qui demain sera effectivement, travaillera dans ces métiers-là, et pour faire quoi, et comment ils seront accompagnés et formés. Voilà, et comment tout au long de leur vie, la filière, les grilles, etc., tout ce qui va en découler, les garanties qu'ils pourront avoir. Et puis c'est vrai que si on arrive à avoir une formation à Bac+2, un diplôme d'État, ça permettra aussi aux centres de formation, lycées, universités ou d'autres centres, de pouvoir aussi démultiplier la connaissance de ces métiers et justement les faire connaître auprès de la jeunesse. C'est aussi leur rôle. Voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas autour de la table, puisque je ne sais pas où se font les 3 mois de formation, mais ils doivent se faire dans plutôt la formation professionnelle, dans des instances avec Pôle emploi et des choses comme ça. Mais il faut qu'on aille présenter ces métiers dans les lycées, partout, dans les salons de l'étudiant, etc. Donc, si on arrive à faire passer effectivement une formation ambitieuse, bien sûr que les jeunes ont besoin aussi de diplômes reconnus, diplômes qui leur permettront d'avoir une véritable carrière derrière et de pouvoir évoluer dans des métiers. Voilà, donc tout ça est lié et je pense que c'est le moment d'y aller. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on parlait des 2 grandes instances consultatives hein, sur toutes les questions de logement, d'immobilier, il y a le Conseil supérieur de la construction que j'ai évoqué, et puis il y a le Conseil national de l'habitat, et vous en êtes membre d'assez fraîche date. Est-ce qu'on pourrait imaginer une représentation des diagnostiqueurs au CNH? Ils n'y sont pas aujourd'hui. Il y a les grandes organisations professionnelles d'administrateurs de biens, de transactions. Alors certes, la CDI est dans le giron de la FNAIM, mais enfin, elle a une identité, comme les autres fédérations. Est-ce que ce serait normal, selon vous, je ne demande pas un engagement, hein, mais que le CNH donne un siège à cette profession? C'est une décision du ministre, mais ils y ont toute leur place. Maintenant, le CNH, à part le député qui vient d'être changé, hein, voilà, je viens de prendre la place du député suite aux élections législatives, tous les autres membres, théoriquement, sont là jusqu'à octobre 2023. Voilà, encore un an à peu près. Donc, à partir d'octobre 2023, la totalité du CNH devra être renouvelée puisque ce sont des mandats de 3 ans. Donc oui, c'est le moment aussi de regarder ça. Parfait. Et dernière chose, Yannick disait tout à l'heure, je crois que ce n'était pas seulement astucieux, on peut imaginer peut-être demain une seule organisation professionnelle. En tout cas, il ne vous appartient pas voilà, de faire le paysage syndical qui est face à vous, mais vous avez parlé de consensus. Pour qu'une proposition de loi soit écrite avec des choses très précises, pour vous, il faut que les 3 organisations professionnelles, en tout cas les 2 historiques, hein, on a évoqué la FIDI, soient d'avis concordant. C'est nettement mieux parce que ça permet d'avancer tous dans le même sens. Quand on porte une proposition de loi, si on a des gens qui ne sont pas satisfaits et qui tirent par derrière contre la proposition de loi, forcément, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus contraignant. Donc oui, si déjà le consensus, c'est déjà le minimum. Et ensuite, si en plus c'est organisé par la profession, mais tant mieux. Voilà, je pense qu'on sera encore plus fort. C'est très clair. Merci beaucoup. Je remercie Lionel Cos pour la clarté de son propos. Il s'est engagé autant qu'il a pu le faire. De la même manière, les 2 représentants de la profession de diagnostiqueur, Yannick et Anne, je crois, n'ont pas eu la langue de bois. Et bien sûr, Lucille Buisson a eu
la franchise qu'on peut prêter à UFC Que Choisir quand UFC regarde ce qui se passe dans le secteur d'activité. Il y a eu des échanges, je crois, des clarifications aussi. Merci beaucoup. On a des appréciations extrêmement enthousiastes, je le dis, des quelques plus de 300 professionnels qui ont suivi notre débat. Je vous donne rendez-vous en janvier. J'étais en train de chercher la date et en vain parce que je n'ai pas su chercher. Si, c'est le 17 janvier, si rien ne change, à 18h, que nous aurons un autre débat. Vous apprendrez très vite sur quel sujet, mais il sera évidemment d'actualité. François-Emmanuel, je te laisse dire le mot de la fin. Et je vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année au nom du Cercle des managers de l'immobilier. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que François-Emmanuel va le faire aussi. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre intervention. Une nouvelle fois, en fait, on ouvre une page. On ouvre de nouvelles perspectives. C'est vrai que c'est un métier qui est finalement relativement nouveau, qui a besoin de stabilité, d'un cadre réglementaire et d'un accompagnement. C'est assez enthousiasmant de voir en fait naître vraiment grâce à ces nouvelles responsabilités un métier qui accompagne en fait les Français dans leur quotidien, dans leurs besoins de louer. Et je me rappelle, fut un temps où on disait, lors de la création de la loi Carré, qu'il fallait, comme le lait, on avait le descriptif précis de tout ce qu'il comportait, mais pour le logement, on ne savait rien. Alors même qu'on habite dedans, c'était assez perturbant. Et je rejoignais un peu cette observation. Donc, je suis heureux qu'on évolue quand même avec les nécessités de notre temps. J'espère tous vous retrouver dès demain à Pau pour le congrès de l'UNIS. Et je vous souhaite également une très belle fête. Publicité, elle est autorisée. Et je pense que ça sera un très bel événement une nouvelle fois avec le relais, comme l'a été d'ailleurs le congrès la SNAIM la semaine dernière. Je pense que nos organisations syndicales ont toute légitimité et puis toute nécessité, voire à parler de concert. Et je pense que c'est l'occasion ou jamais, voilà, au travers de la FIDI et bien sûr de la CDFI. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et de très belles fêtes également. Merci beaucoup.